attaquer le sujet sur la French Tech et le cluster numérique. On va laisser la parole à une start-up, à Monsieur Van der Word et à My Taylor is Free. Vous avez 3 minutes. Bonjour à tout le monde. J'ai créé la société My Taylor is Free. Donc, on fait des costumes et des chemises sur mesure au prix du prêt-à-porter à l'aide d'une cabine 3D. Donc, très simplement, le client rentre dans une cabine, se met en caleçon. En 5 secondes, ça prend 200 points de mensuration. Ça génère un double virtuel. Donc, on se voit en 3D. Nous, ça nous permet de voir la morphologie et les mensurations. Et ensuite, on choisit un tissu. Ça définit un prix. Donc, nos prix vont de 290, 390, 490 euros. C'est 100% laine. Et toutes nos chemises, pour l'instant, sont à 49 euros. 100% coton. Et ensuite, on va tout personnaliser. C'est-à-dire qu'on va personnaliser l'intérieur, donc la doublure. On va mettre des initiales, on va mettre des boutons. Et on va pouvoir s'amuser sur les revers. Enfin, tout ce qui est personnalisable sur un costume. Donc l'objectif, c'est vraiment de démocratiser le sur-mesure. Pour l'instant, on a 2 boutiques. On a une boutique à Aix-en-Provence à la Durane. Donc on s'est mis proche de notre clientèle qui est les tertiaires. Donc on porte le costume comme un bleu de travail, en fait, commerciaux chez l'entreprise. Et on a une nouvelle boutique à Marseille, au Doc, 6 quai de la Joliette. Donc voilà, donc pour l'objectif à terme, avec ce scanner, on est en train de développer une application qui va permettre d'habiller l'avatar 3D. Donc on va pouvoir se voir sur Internet, personnaliser son propre avatar 3D sur un site e-commerce, sur notre site e-commerce, en choisissant toutes les options et en pouvant voir le rendu du costume et de la chemise, de commander sur Internet directement et 4 semaines après, de récupérer son costume. Voilà, donc actuellement on a plein d'actualités. On est partenaire de Provence Rugby, donc le club de rugby de Pro D2 d'Aix-en-Provence, où on leur fait plein de vestes, une 50aine de vestes, et ils ont tous la classe. C'est super, tout le monde en parle, donc on est assez content. Et je vous invite à venir découvrir notre marque, donc 6 quai de la Joliette ou à la Durane. Donc en tout cas, merci pour la présentation, et je pense que ça a duré moins de 3 minutes. C'est parfait. Merci. Comme on avait du retard, c'est parfait. Très bien, merci. Alors, la French Tech, ce formidable mouvement qui a rassemblé les acteurs du numérique, doit-elle passer à la phase supérieure, c'est-à-dire au cluster numérique? On va d'abord présenter nos intervenants, en commençant par Monsieur Fröhlicher, Catch Business School. À vos côtés, Monsieur Beyla, du pôle systématique. Monsieur Stéphane Paoli, qui est adjoint à la ville d'Aix-en-Provence, chargé du numérique. Monsieur Athos, Monsieur Thierry Sioufi. Et Monsieur Olivier Casulot pour le mouvement Made in Soft et qui est en charge de la commission Smart Cities au sein de Made in Soft, donc qui porte le projet French Tech sur Aix-Marseille. On va commencer avec vous sur les pôles de compétitivité. Vous avez vous aussi ce rôle de rassembler les acteurs avec des tailles différentes, que ce soit les startups, les industriels, les grands groupes et puis les chercheurs. Le mouvement French Tech a eu ce mouvement aussi de rassembler des acteurs sur une filière. Est-ce que ça vous a apporté une plus-value? Est-ce que ça a été un plus? Comment est-ce que ça fonctionne sur un pôle de compétitivité? Il faut demander à la French Tech l'apport des pôles de compétitivité, parce que historiquement, les pôles existaient bien avant. Donc en fait, les pôles partout en France, il y en a 71. Il y en a d'excellents d'ailleurs dans la région. Je pense à Optitech, qui marche très bien. Ont en fait construit des écosystèmes. Les écosystèmes, ils préexistaient, mais on va dire qu'ils les ont un peu restructurés en faisant partager des initiatives, des feuilles de route entre des PME, des startups, des grands groupes, des acteurs publics, en contribuant au développement des entreprises, et ce, inscrits dans un territoire autour d'une thématique. Et donc on fête cette année les 10 ans des différents pôles, et c'est assez impressionnant quand on se promène partout en France de voir un peu tout ce qui a été fait dans différents secteurs. Alors la French Tech est arrivée après dans une volonté, puisque le numérique était un peu sur quelques pôles, dans une volonté de fédérer un grand nombre de villes pour désinhiber en fait beaucoup d'acteurs et leur permettre en fait de se projeter sur les enjeux du numérique. Donc certains ont été dans les pôles. D'ailleurs, quand on regarde les passes French Tech qui ont été remis, je crois qu'il y a une quinzaine de jours, la plupart des entreprises ont été, je dirais, biberonnées dans les pôles ou dans d'autres clusters. Et puis d'autres on grandit sans les pôles, hein, c'est comme c'est la vie. Mais en fait, ce qui est surtout important, c'est de mettre
en avant, de mettre en vitrine, d'essayer, de tenter, de développer l'entrepreneuriat. C'est quand même une chose. Bon, alors je sais bien qu'on essaie toujours de râler sur ce qui se passe en France, mais il y a quand même des choses très très positives. Enfin, moi, j'en vois des très positives. Et c'est quand même une chose étonnante de ces dernières années. On voit quand même des entreprises épatantes. Moi, dans le pôle systématique, j'ai vu il y a 3 ans 2 petits entrepreneurs qui venaient, des gens comme Moletcom, j'en reparlerai tout à l'heure. Aujourd'hui, ils sont 150, ils ont des investissements en Chine, en France, etc. On voit des choses magnifiques. Et la caractéristique de ces entrepreneurs, c'est pour paraphraser Michel Audiard qui disait que les cons osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. C'est pareil des entrepreneurs. Les entrepreneurs osent tout. Et je pense qu'il faut oser, il faut aller de l'avant et désinhiber. Et de ce côté-là, la French Tech a contribué à mise en lumière des gens. En plus, je pense que ce qui a été très bien, c'est que, enfin moi je suis parisien, mais je veux dire l'initiative a été très largement nationale. Il y a plein d'initiatives dans toutes les villes et ça a permis de mettre en lumière à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse, à Nantes. J'ai vu des choses magnifiques et de faciliter la visibilité de ces initiatives. Ça leur permet d'être tout de suite global, d'attaquer des marchés à l'échelle du monde parce que c'est ça l'enjeu. Il ne faut pas rester dans son petit territoire, il faut se projeter. Monsieur Fröhlicher, vous avez un projet d'accélérateur qui est lié à la French Tech justement. Oui, c'est quoi l'intérêt pour une école de management comme Case Business School ? Quand vous regardez un petit peu ce qui se dit sur l'avenir des business schools, il y a 2 choses qui viennent. On dit en fait l'avenir de la business school, c'est la design school. Ça a été écrit d'ailleurs dans Harvard Business Review il y a quelques années. C'était pas pour rien, c'était parce qu'on pensait design thinking, inventivité, créativité, nouveaux usages. Aujourd'hui, de plus en plus, on considère que l'avenir d'une business school, c'est de devenir elle-même un accélérateur. C'est-à-dire d'être capable de participer justement à l'accélération dans laquelle on est et dont on parle depuis ce matin, dans le domaine notamment de la Smart City. Et donc, voilà, moi j'ai eu la chance il y a 5 ans de créer une chaire qui devait normalement porter sur les stratégies durables et un grand leader mondial dans le domaine du service nous a dit mais le sujet c'est la Smart City, quoi. Et créer une Smart City. On a commencé avec une chaire, on a terminé en fait avec un accélérateur qu'on a appelé le City Lab, parce que très rapidement on s'est rendu compte qu'en fait il n'y a pas moyen de travailler sur le sujet autrement qu'en amenant des étudiants, pas seulement d'école de management, de manière transversale, à s'intéresser au sujet. Donc pour nous, l'idée d'être dans la construction d'un accélérateur, c'est un projet très large qui englobe l'ensemble de l'école, donc notamment sur son site évidemment de Lumini avec la fondation Carasso qui a été le fondateur de Danone qui nous accompagne. Et quelque part, moi, ça me ramène à la métropole pour revenir simplement et pour conclure une première fois sur ça. Ça me ramène à la métropole parce que d'abord la métropole, c'est quand même le lieu d'accès aux data. C'est quand même ici qu'on arrive à intégrer l'ensemble des flux de toute nature humaine, de transport, et d'arriver à saisir globalement tous les enjeux qui vont avec. C'est le lieu par excellence où on arrive pour accélérer à attirer des talents et à les former, à les éduquer. C'est bien sûr la capacité à travailler de manière transversale parce que l'ensemble des compétences sont présentes à un moment donné à un même endroit, tout en étant dans une logique d'économie d'archipel en lien finalement avec toutes les grandes métropoles internationales dès lors qu'on est justement ici à Marseille dans la même situation. Donc quelque part, cet accélérateur, c'est de participer à un écosystème avec d'autres partenaires, entreprises, collectivités, ingénieurs, universités, travailler tous ensemble à la réinvention de ce que doit être la métropole du futur. Alors justement, vous parlez de faire émerger les startups. Monsieur Sioufi, vous avec Atos, vous avez mené une expérience cet été au Festival d'Avignon avec des lunettes connectées. Oui, absolument. Voilà. Effectivement. Bon, nous, la French Tech, on adore. Hein. 12 milliards de chiffre d'affaires, 100 000 personnes. On fait beaucoup de choses. On est à la conquête du monde, hein, puisqu'on fait partie des 10 premières sociétés de services au monde. Mais aujourd'hui, on a besoin de sociétés qui soient innovantes. Et c'est vrai qu'on collabore beaucoup avec un certain nombre de sociétés issues du monde des startups. Et effectivement, alors cet été a été repérée une des innovations qui a été mise en œuvre par une start-up qui est Théâtre in Paris, qui est issue de la French Tech. En fait, ils ont... Une start-up que vous avez incubée? Non, une start-up qui avait sa vie, qui a mis au point, sur une idée toute simple, des lunettes en 3 dimensions qui vous permettent de sous-titrer
les opéras. Ce que vous voyez sur les bandeaux en haut, là vous l'avez dans les lunettes. Et évidemment, il y a eu tout un travail collaboratif, d'abord sur le confort, quel niveau de grossissement pour que ça ne préempte pas la vue du spectacle, la protection du texte, puisque notamment c'est passé dans le cadre du Roi Lear au hymne d'Avignon, mais ce texte avait été réécrit, donc il y avait des protections et des copyrights, donc il fallait par exemple pas que ce texte sorte de l'enceinte, etc., etc. Donc beaucoup de choses qui viennent construire la solidité de l'application, et en tous les cas, donc cette start-up, nous l'avons aidé à faire, à partir de l'idée qu'elle avait, à solidifier son socle technique. Et puis bien sûr, et je pense que ça fera partie également du débat, on l'a accompagné au sens de la notoriété, au sens de l'élan qu'on a pu lui donner pour rendre cette innovation visible. Mais c'est un petit peu, je la cite et vous l'évoquez parce qu'on n'est pas très loin du territoire méditerranéen, mais beaucoup de choses sont faites à l'initiative des villes, à l'initiative des métropoles, pour faire en sorte que ces startups émergent, et nous on adore. C'est quoi justement le rôle de la collectivité publique, Monsieur Paoli ? Le rôle, il est finalement assez simple à comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, une des problématiques essentielles, et on l'a dit dans le débat précédent, c'est le nombre de normes, le nombre de règles, le nombre de complexités auxquelles est confronté au quotidien le chef d'entreprise. Le jeune chef d'entreprise notamment, et celui qui est en mode start-up et en mode accélération ou hyper-accélération. Ces normes, ces aspérités, pour la plupart, elles sont en lien avec le public, avec les collectivités, avec les mairies, avec les métropoles demain. Quel que soit le schéma administratif, il y aura des aspérités, il y aura des complexités. Notre rôle à nous, ce n'est pas de contourner la loi, ce n'est pas fondamentalement de les faire disparaître, mais c'est de tendre à les réduire au maximum pour que ces entreprises ne les subissent pas au quotidien. Concrètement, ça veut dire favoriser l'accès aux services, par exemple. Moi, je donne un exemple qui est très simple. Dans le cadre de French Tech, on a 9 entreprises qui ont été labellisées sur le territoire, dont, bien sûr, quand j'ai entreprise, c'est au sens aussi Kedge, bien sûr, parmi les 9 projets accélérateurs. Parmi ces 9 projets, on a Pfactory. Dans Pfactory, il y a une boîte qui est venue me voir il y a une semaine. C'est une boîte avec un jeune homme qui a créé une application mobile pour gérer les files d'attente. Les files d'attente demain dans les collectivités ou dans les magasins. Et elle est venue me voir avec des idées reçues sur ce qu'était une collectivité publique, qui n'étaient pas forcément fausses, pas forcément justes, mais qui en tout cas, je lui ai permis de les confronter avec un directeur de service qui gère les files d'attente dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité ou des passeports à la ville d'Aix. Ce jeune homme, il a probablement gagné 6-8 mois pour simplement 1 heure d'un fonctionnaire à la ville d'Aix. Et ça, c'est faire sauter un verrou qui est de dire on va passer par l'assistant de l'assistant qui va faire à un moment une lettre et qui va revenir. C'est plus supportable, ça. Ça, c'est plus supportable dans le monde dans lequel on vit, où ce jeune homme, si demain son idée était identifiée, et si elle est valable, c'est ce que je lui souhaite, eh bien peut-être qu'elle serait copiée et qu'elle serait upgradée, entre guillemets, et qu'elle serait dépassée parce qu'il aurait perdu ce qu'on appelle son avance de phase. Et donc, d'un point de vue technique, il serait complètement en retard. Donc, notre rôle, à nous, finalement, c'est de rendre possible ça. Supprimons un maximum d'aspérités qui existent pour permettre à ces entreprises de faire leur boulot. C'est-à-dire gagner de l'argent, créer de la richesse, créer des emplois, et puis demain, choisir un nouvel avenir. Ça, c'est notre rôle. Très bien. Pour ce qui est du mouvement French Tech, je sais que vous vous êtes rassemblés, qu'aujourd'hui vous désirez aller plus loin justement pour aller vers ce cluster. Et il y a le dialogue absolument indispensable, notamment avec les collectivités. Sur certains projets, vous en êtes où ? Écoutez, pour vous répondre, moi je reprendrai, parce que la salle s'est un peu vidée, en synthèse le fil conducteur de cet après-midi. Et ça expliquera, j'espère, ce qu'on essaie de faire au sein du label. Stéphane Richard a dit que sur un projet qui était en train de sortir de terre, là, ex nihilo, eh bien, ils avaient prévu toute la logistique, l'ingénierie de ce que doit être un quartier intelligent. Donc ça, c'est le premier postulat de nos travaux, c'est de fédérer l'ensemble de l'écosystème qui va bien au-delà du numérique. Une ville intelligente, c'est bien sûr une ville technophile, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi une ville qui sait dialoguer, en tout cas des projets qui sont portés et qui embarquent l'ensemble de l'écosystème, les promoteurs immobiliers, les urbanistes, les architectes, les réseaux d'énergie, ceux qui transportent et la produisent, etc., etc. Donc il n'y aura pas de ville intelligente si on ne fédère pas tous ces aspects-là. Le deuxième élément a été repris par Guy Mamoumani du Syntec numérique tout à l'heure aussi. Il a dit les élus, quelque part en France aujourd'hui, pyramide des âges aidants, manquent cruellement, en tout cas, de vision de ce que peut apporter le numérique, et ça crée nécessairement du retard. Alors, Stéphane Paoli en est le contre-exemple, puisqu'on est en étroite collaboration avec lui, et que lui, évidemment, du point de vue de sa génération, ça lui parle.
Donc, nous, ce qu'on prône aussi au sein du label et de la commission Smart Cities en particulier, c'est la volonté politique. Au-delà de tous les clivages territoriaux, une vision et une incarnation politique pour le territoire de ces projets-là, car ce n'est pour nous, modestement, que par cette démarche concertée que le succès sera au rendez-vous. Alors comment vous travaillez là-dessus ? Alors je vais y venir. Le troisième élément, si vous me permettez, Laurence, qui me paraît important dans ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, et pour y arriver, nous travaillons en synergie en essayant véritablement d'aller au contact des décideurs et des élus. Donc on a créé une commission à laquelle, et on les en remercie, tous, pour le plus grand nombre, viennent et participent, des ateliers de travail assez réguliers. Alors bien sûr, en essayant de tenir compte des agendas de chacun, mais où viennent à la fois des élus, à la fois des directeurs informatiques de collectivités locales et territoriales, mais également, bien évidemment, des acteurs de l'économie locale, au travers de toutes les start-up et toutes les sociétés qui ont été labellisées donc, sous ex-Marseille French Tech. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on veut leur passer le message selon lequel, bien évidemment, toute la compétence technologique, elle est là, elle existe, ça a été aussi dit et redit cet après-midi. Et les mettre en lumière, bien évidemment, et au travers de quoi, finalement, pour attirer leur intérêt et la vitesse d'exécution, ce qui est la seule, j'allais dire, la seule clé du succès, c'est que ça a été dit aussi, et pardonnez-moi de répéter, mais il faut aller vite, c'est bien évidemment de travailler sur des expérimentations qui seront le fait indubitable que le succès sera au rendez-vous. Alors, de ce point de vue-là, on travaille aussi avec les élus, et là je mettrai ma casquette de délégué régional du Syntec numérique, c'est que nous devons aussi apporter notre pierre à l'édifice en étant force de proposition, et Stéphane Paoli l'a dit au travers des normes, pour assouplir le code des marchés publics, et que justement les startups qui portent ces expérimentations et ces innovations puissent accéder au marché public et au marché innovation sans étant forcément, et là je vais envoyer un caillou dans l'océan d'Athos et mon ami Thierry Soufi, que nous soyons phagocytés par les gros et au contraire que nous puissions travailler en parfaite synergie. Voilà. Tu parlais pas de moi. Bien sûr. C'est pas du tout l'esprit de la maison. Je voudrais, juste sur ce point, moi je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que la collectivité n'a ni la vocation, ni les moyens, ni les compétences pour innover seule. Par contre, je suis absolument convaincu et viscéralement que la collectivité joue un rôle absolument moteur. D'abord, elle a la proximité, donc elle a la capacité d'identification. Elle entend, elle écoute ce qui se passe et elle le voit émerger. Deux, il y a le mouvement French Tech. Aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut sur French Tech, c'est une belle réussite en termes d'incubation, en termes de... Voilà, il y a une prise de conscience phénoménale. Vous parliez un peu du bashing français tout à l'heure. Je trouve que c'est bien, ça réveille un petit peu les choses. On avait aussi oublié qu'on avait les meilleures écoles de mathématiques au monde. Mais enfin bon, voilà, c'est très bien la French Tech. Maintenant, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il faut effectivement passer de la French Tech à ce fameux cluster numérique qui est un petit peu... je dirais, un composant qui permet à la fois d'industrialiser, de pérenniser, de promouvoir. Et c'est là aussi où la collectivité joue un rôle, c'est-à-dire elle joue un rôle un petit peu de fédérateur pour faire en sorte que les entreprises se rencontrent, les grands et les petits, et chacun a besoin de l'autre. Elle joue un rôle également, moi je suis assez d'accord sur le débat des normes, si je peux me permettre, je pense qu'il y a un sujet européen sur ce sujet, c'est-à-dire n'inventons pas des normes en France qui vont mettre des boulets aux pieds des entreprises françaises, y compris des start-up, là où l'espace européen est beaucoup plus libre. Légiférons au niveau de l'espace européen. Et là-dessus, soyons militants. Mais n'oublions pas que les entreprises américaines qui ont commencé start-up et qui réussissent, et même les GAFA, elles avaient un laboratoire d'essai qui était composé de 360 millions d'habitants. Donc cet espace, il existe chez nous, c'est l'Europe. Donc, première chose, donc sur la législation, moi je suis tout à fait d'accord, mais ayons quand même ce souci de l'harmonisation européenne. Et puis troisième sujet, dans la promotion, dans le soutien qu'on apporte, c'est formidable que ces entreprises naissent ici, c'est formidable qu'elles grandissent ici et que la collectivité et l'ensemble des acteurs industriels se réunissent autour de ça, mais faisons en sorte qu'elles restent en France aussi. C'est-à-dire aidons-les à grandir, et là...
Alors il y a bien sûr les normes qui peuvent jouer, il y a toute, je dirais, la simplification fiscale, il y a tout le sujet du crédit impôt recherche. Enfin, il y a beaucoup de sujets sur lesquels d'ailleurs Syntec Numérique, qui est la chambre syndicale des industries du numérique, s'est emparé des sujets et défend la profession. Mais là, c'est des vrais sujets sur lesquels il faut que nous soyons extrêmement attentifs, militants et vigilants. Monsieur Bayla, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je vais un peu expliquer effectivement pourquoi c'est important d'avoir une politique de cluster qui implique tout le monde. Alors, je vais faire une introduction qui risque d'être un peu longue, mais je pense qu'elle est fondamentale. Tout à l'heure, on parlait de choses qui changeaient. On parlait de révolution du climat. Il n'y a pas de révolution du climat. Il n'y a personne dans la rue pour le climat. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on vit une époque aujourd'hui qui est une métamorphose du monde. Et ça, on a du mal à le voir des fenêtres de la vieille Europe, comme disait Villepin. On le voit vraiment quand on voyage, tout change en ce moment. La démographie change, l'accès à la connaissance change, la durée de vie de l'homme change, on prend encore 2-3 mois chaque année, le management des ressources change, le numérique crée des transformations radicales, donc tout change. Et donc tout est en rupture. Il n'y a pas un acteur, il n'y a pas un grand industriel qui soit à l'abri de transformations majeures. Et donc la posture d'attente, la posture de repli, c'est pas une issue. Et il faut vraiment se projeter fortement. C'est pour ça que l'innovation est un enjeu. C'est pas pour faire des mots à la mode. C'est parce qu'il faut vraiment se projeter. Et de ce point de vue-là, quand on regarde tous les points qui nous concernent, en fait, la ville est un enjeu intéressant puisque toutes les transformations dont je parlais avant, quand on regarde dans la ville, que ce soit le service public, les transports, l'énergie, l'eau, le bâtiment, l'éducation, la santé, tous ces enjeux-là sont en fait au cœur de la ville. Donc c'est un espace d'innovation et de transformation fabuleux, mais en même temps, quand on regarde, en fait, la ville est un peu statique. C'est pour ça qu'on parle de smart city, c'est-à-dire que quand on dit smart, ça fait référence. Donc intelligence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mesure, qu'on analyse, qu'on informe et qu'on réagit. Alors on le fait déjà un peu aujourd'hui, mais pas assez. Et aujourd'hui, en fait, on a tous les éléments pour le faire. Donc je pense que ce constat-là, tout le monde le fait. Après, c'est l'enjeu comment on le fait. Donc on peut se dire, bon ben voilà, je veux, je sais pas, avoir un système de transport plus dynamique, et puis je fais appel à quelqu'un qui m'arrive clé en main et qui me donne la solution. Ça, c'est pas forcément la bonne réponse, parce que c'est pas ça qui va transformer, qui va motiver les jeunes d'une ville, qui va motiver les entrepreneurs d'une ville. Et c'est là où le cluster arrive. C'est là où ce que je vois dans le pôle systématique avec 800 entreprises, des choses fabuleuses, c'est que ça met les entreprises en dynamique. Ça donne des opportunités. C'est là où il faut construire des terres d'innovation partout, qui font appel aux petites entreprises, aux grands groupes, aux acteurs territoriaux, qu'ils soient de la ville, de la région, pour justement dynamiser cette prise d'innovation. C'est non seulement une réponse sociale au problème de la transformation de la ville, mais c'est une réponse de développement économique majeure pour nos enfants. Parce que, bon, en France, on met l'argent dans la pierre, on ne met pas l'argent dans les entreprises. Aux États-Unis, ils ont des maisons en bois, donc ils mettent l'argent dans les entreprises. Mais nous, il nous faut nous projeter devant. Et donc, le moyen de le faire, c'est de libérer les initiatives, libérer l'innovation. Et pour ça, il faut construire des terres d'écosystème. Et donc, la French Tech est un élément de ces constructions-là, mais tous ceux qui s'impliquent pour développer des clusters, des accélérateurs qui désinhibent les gens. Aujourd'hui, c'est fabuleux de voir que les jeunes qui rentrent dans les écoles, il y en a une très grande majorité qui veulent devenir entrepreneurs. Ils doivent créer leur futur. C'est pas celui qu'on va lui laisser aujourd'hui qui va être leur futur, il faut se le dire. Le futur va se transformer, ils doivent le créer. C'est pour ça que cette implication sur les écosystèmes, sur les terres d'innovation est majeure. Oui, Monsieur Grefrolischer. Non, je vais vraiment prendre la suite de ce qui vient d'être dit. D'abord, il me semble que si on veut vraiment mobiliser un peu comme de la junior expertise, hein, l'énergie et l'envie d'avancer, notamment du monde estudiantin, il faut le placer face à des challenges qui méritent vraiment que ces jeunes-là soient complètement engagés là-dedans. Et un des très très beaux challenges qui les intéresse, c'est leur propre ville, c'est la métropole, où ils vont étudier. Ils viennent de plein d'endroits, ils restent 3-5 ans, ils sont de la région, ils partent, ils bougent. Le talent, c'est comme ça, quoi. C'est nomade, c'est pas la peine, disons, de décider qu'il va rester là. Il restera pas s'il n'a pas envie de rester, ou il reviendra pas s'il n'a pas envie de revenir. Donc je crois que là, il y a un enjeu extraordinaire. Je suis très sensible à ce que dit M. Paoli là-dessus. Si les villes donnent un accès, facilitent en plus
la capacité à utiliser des données, du data, des équipements, des ressources et facilite aussi en termes d'accès, je dirais, de rapidité d'accès, la vie de ceux qui veulent s'engager là-dedans, on est sûr d'avoir un résultat extrêmement intéressant. C'est une sorte de joint venture pratiquement là qu'il faut inventer, ce qui est magnifique en termes d'accélération et de logique de start-up. Et peut-être simplement dire aussi que, au fond, tout ce qu'on dit là, ça vient quand même d'un rapport qui a fait date il y a quelques années, qui était un rapport qui titrait sur l'écosystème de la croissance, qui était le rapport de Blanc à l'époque. Enfin, tout a démarré quand même sur ce mot-là d'écosystème. Et rappeler aussi que si on veut faire un écosystème qui fonctionne sur une métropole donnée, il faut aussi savoir se connecter à différents endroits du monde. Bon, j'ai la chance d'opérer dans une école qui peut créer des liens particuliers entre Aix-Marseille, Toulon, Bordeaux, mais aussi Shanghai et Suzhou. Magnifique problématique de Smart City à regarder là-bas. Je ne parle même pas de Pékin. Et puis Dakar, par exemple, en Afrique, quoi, qui vivent des choses extraordinairement intéressantes, différentes, mais qui peuvent amener plein de points de vue originaux. Très facile avec le digital de connecter tous ces endroits du monde aujourd'hui. Très bien. Oui. Oui, j'aurais voulu rajouter un petit mot sur les normes par rapport à ce qui a été dit, parce que je trouve le mot très intéressant, parce qu'il a pour moi un double sens. Je dirais d'un côté les normes et de l'autre le standard, entre guillemets. Je trouve que la notion de standard est fondamentale dans le développement de nos entreprises. Et c'est vrai que d'évoquer le territoire de jeu européen et de dire qu'il faut des standards européens, des normes européennes dans ce sens-là, c'est quelque chose d'intéressant. C'est de dire qu'il faut qu'on arrive à uniformiser un certain nombre de choses pour pouvoir avoir de la visibilité, pour dire que nos entreprises deviennent visibles et que nos entreprises arrivent à rayonner. Et par contre, dans le deuxième sens du mot norme, où là vraiment je suis entre guillemets fondamentalement opposé, c'est le fait que si on arrive à contrario à casser ces petites normes du quotidien, celles qui font le ralentissement, c'est là où on va pouvoir libérer les énergies. Et finalement, ce qu'on entend depuis ce matin, c'est quoi ? C'est sortons du cadre, ayons des modèles disruptifs, inventons l'avenir. Si on a des normes, si on est encadré, si on est encapsulé, on ne le fera jamais. Et ça, c'est vraiment fondamental aussi dans l'approche d'un cluster. Se dire qu'à un moment, notamment dans la formation intellectuelle des personnes qui demain seront les ressources humaines des entreprises ou les créateurs d'entreprises, il faut réussir à créer, et c'est bien là le rôle de ces business schools, et de cette business school en l'occurrence, de Cage, de créer des esprits décloisonnés qui arrivent à casser les silos de connaissances et à aplatir complètement la connaissance pour réussir à un moment à sortir du cadre des mathématiques, à sortir du cadre de la logique, à sortir du cadre du français, à sortir du cadre du bilinguisme, et se dire voilà, tout ça, ça se mélange, et on arrive à faire autre chose. Et ça, c'est vraiment fondamental, parce que dans une notion de cluster, notamment dans les entreprises numériques, on dit quoi ? On va créer des grappes, donc des grappes qui vont à un moment structurer plus qu'une filière, vraiment un cluster, et des grappes de connaissances, des grappes de formation, mais il y a quelque chose qui nous manque, c'est la capacité à retenir les entreprises comme on le faisait précédemment. Parce que dans l'industrie, finalement, quand il y avait une usine sur le territoire, on disait ils ne partiront pas. Maintenant, les entreprises du numérique, du jour au lendemain, elles peuvent partir. Parce que vous pouvez faire ce que vous faites à Aix, ce que vous faites à Marseille, ce que vous faites à Toulon, ce que vous faites à New York ou ailleurs. Donc il faut les retenir. On ne les retiendra pas avec des terrains, on ne les retiendra pas avec ce qu'ont retenu les industries, on les retiendra avec les ressources humaines qu'on aura sur notre territoire, et on les retiendra avec la capacité à former des esprits novateurs, transversalisés et capables d'inventer le futur. Donc des ingénieurs, des créateurs, des designers, mais aussi des nouveaux métiers qu'on n'a pas encore inventés. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Le métier de community manager, de web marketing, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est créateur d'emplois, c'est créateur de revenus, et c'est structurant pour la vie d'une personne. Donc, pour dire que dans ce cluster aussi, au-delà du rôle là qui est vraiment la municipalité ou la collectivité, c'est vraiment de dire qu'il est important de réfléchir à pourquoi créer un cluster et comment dans le cluster on va pousser sur ce qui va faire qu'on va pouvoir retenir les entreprises sur le territoire, parce que c'est très justement dit, c'est bien qu'elles naissent ici, c'est bien qu'elles connaissent la croissance, mais c'est bien qu'elles y restent aussi. Effectivement, c'est le mieux. Si... Oui ? Non ? Oui ? Non, mais moi, je peux rajouter un mot, peut-être, effectivement, c'est que je retiendrai vraiment les mots d'écosystème, de cluster et de décloisonnement. Voilà, c'est vraiment les termes qui sont, pour moi, les plus forts, qui ont été aujourd'hui évoqués tout au long de cette formidable journée. Et nous, au sein du label Aix-Marseille French Tech, on se félicite justement de l'énergie de tous, les acteurs, bien sûr, privés, les acteurs publics, les élus du territoire, qui se mobilisent autour de cette initiative. Et on a le sentiment qu'elle
et en même temps l'espoir, mais je mettrai les deux pieds dans la mare exprès, c'est que ça ne s'arrêtera pas au régional. C'est quelque chose qui va durer, parce que c'est une énergie qui va bien au-delà et qui permet également aux élus, parce qu'on parle de ville intelligente, mais c'est là-dessus que je voudrais moi insister, rien ne se fera sans les élus. C'est eux qui sont les décideurs, c'est eux qui sont la courroie de transmission du projet à la réalisation. Et donc cet aspect-là, pardonnez-moi Laurence, est fondamental, et je crois qu'est née une véritable énergie pérenne qui ira bien au-delà des clivages politiques. En tout cas, c'est l'espoir que je formule. Vous dites que vous entendez bien avec la ville d'Aix-en-Provence. Est-ce qu'il y a d'autres communautés, d'autres collectivités publiques où vous n'êtes pas forcément bien reçus, ou au contraire vous n'avez pas forcément cet accueil? Écoutez, nous, on est complètement apolitique dans la démarche. Les Smart Cities ont fait des ateliers, on en a fait sur la ville d'Aix-en-Provence qui nous a reçus. Donc effectivement, M. Paoli nous a reçus à ce titre. On l'a fait très récemment à la ville de Vitrolles. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes bords politiques. On a été reçus de manière tout à fait sympathique aussi. On va être, je crois, la prochaine initiative sera sur Marseille. Et effectivement, on ne ressent pas, absolument pas, c'est pour ça que je me permets ce commentaire, on ne ressent pas ces clivages-là, tout le monde est aligné, des élus et des décideurs de Istres, parce qu'on parle peu de ces villes, mais pourtant elles constituent le territoire, Martigues, Fos-sur-Mer, Vitrolles, qui est au cœur quand même du sujet de la métropole, avec la présence de l'aéroport, la présence quasi limitrophe de la gare TGV d'Aix-en-Provence. Donc je crois que voilà, on est, je l'espère en tout cas, sur une étape, une transition où chacun prend la mesure des enjeux du territoire. Il est complètement inacceptable aujourd'hui que pour aller travailler à la Durane, où on a de formidables projets, The Camp en particulier, on soit amené à prendre un chemin de crotte. Donc il y a effectivement des travaux d'ampleur qui sont menés aujourd'hui, mais ce n'est plus acceptable. Voilà. Donc je crois qu'on est tous alignés là-dessus et que tout le monde prend la mesure que ça doit changer. Sinon, effectivement, la visibilité de notre territoire, elle en pâtira nécessairement. Monsieur Beyla. Non, je voulais réagir au commentaire de Monsieur Paoli sur le fait que les entreprises naissent et puis qu'elles doivent rester. Et je comprends l'attachement d'un élu quand il s'est impliqué, c'est affectif. Mais en même temps, il doit être un peu comme le père qui a un enfant étudiant. À un moment donné, il faut qu'il aille au bout du monde pour compléter ses études. Et avoir le plus grande opportunité après pour son développement professionnel. Aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu des entreprises. Je vois dans le pôle systématique, on avait dans le pôle d'Île-de-France, il y a finalement beaucoup d'opportunités et une entreprise, elle peut vivoter, je veux dire, de ça. Mais en fait, vivoter aujourd'hui, ça suffit pas. Et à un moment donné, elle finit par disparaître. Par contre, j'ai vu des entreprises, des Alterway, des Smile. Là, je parlais tout à l'heure de OLEDcom, qui font des lumières Li-Fi qui interagissent entre eux. Ils étaient 2 ou 3 il y a 3 ans. Maintenant, ils sont 150. Ils vont lever des fonds en Chine, aux États-Unis. Et ils resteront localement. Mais ils resteront localement parce qu'ils sont aussi ailleurs. Parce que ça, c'est une caractéristique forte de l'innovation aujourd'hui. C'est qu'il faut être un acteur global. Sinon, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui va aller au-dessus de vous. Il aura atteint la taille critique, il va être plus pertinent, plus mieux-disant vis-à-vis des acheteurs, et il prendra votre business. Donc, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a une implication dans le territoire, mais voilà, il faut un peu se comporter comme les parents des étudiants qui vont de par le monde, mais ils reviennent tout le temps. Ils reviennent tout le temps, de toute façon. Oui, monsieur Choufi. Oui, juste un mot. Le numérique, c'est 25% de la croissance du PIB. On en est là aujourd'hui, donc c'est déjà un bon sujet. Peu de gens savent en France qu'on a 3200 éditeurs. Et pour revenir au propos de M. Paoli, et celui que je soutiens, c'est moins de dire que l'entreprise qui naît doit rester sur son territoire, et je suis d'accord sur le fait qu'elle doit partir absolument à la conquête du monde. Nous, on a accompagné en 2011 une petite boîte à l'époque, elle s'appelait SES. C'est le leader mondial de l'étiquette électronique dans les supermarchés. Mais quand je dis étiquette, c'est pas la petite étiquette avec son prix, c'est la visualisation 3D du supermarché. 86 000 supermarchés équipés. Bon, tout ça pour dire qu'en 3 ans, donc elle est devenue numéro 1 mondial, mais tout ça pour dire que cette entreprise, elle est née en France, elle est restée en France, et puis elle est partie à la conquête du territoire. Donc ça me paraît quand même très très important, parce que sinon,
eh bien, on perd un peu cette valeur que nous cherchons à la fois pour notre économie, que nous cherchons pour nos emplois. Et c'est un sujet qu'on a peu abordé, et je suis content qu'on ait une formation, une école avec nous. Mais le sujet de la formation est un sujet qu'il faut prendre sérieusement. Et en plus, le numérique offre de très très belles opportunités. Ça peut être un ascenseur social. Le numérique n'a pas besoin d'esprit totalement formaté. Pour reprendre le propos de M. Paoli, le numérique offre des opportunités à des jeunes qui ont eu un parcours scolaire difficile, mais qui ont une idée. Bon, voilà, il y a des sujets. En fait, derrière le numérique, il y a des sujets collatéraux au 2e et au 3e niveau qui sont très très importants. Bon, et je sais qu'autour de cette table, tout le monde en a perçu les enjeux et y travaille. Mais je pense que c'est important qu'on se dise que le numérique, ça entraîne beaucoup de choses, et beaucoup de choses très positives pour le territoire et bien sûr pour la France. Alors pour compléter mon propos, parce que je suis finalement à la fois en parfait accord à ce qui vient d'être dit sur l'internationalisation et complètement en désaccord. Mais c'est pas pour... je vais dire pourquoi. Mais c'est vraiment... Je pense pas qu'il faille créer des boîtes qui sont franco-françaises et que le coq de French Tech, ce soit le coq de la rétractation sur soi du village gaulois. En aucun cas. C'est vraiment pas ça que je veux dire. On n'est pas là pour créer des boîtes qui vivent avec un marché domestique ou qui embauchent que des gens du coin, avec l'école du coin, avec l'université du coin. Et non, c'est pas ça du tout. On est vraiment sur un système ouvert avec une volonté d'internationaliser. Internationaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire montrer ses produits, aller dans des grands événements, CES, on en parle à Las Vegas, aller chercher des ouvertures à l'étranger, aller chercher des marchés. Mais ça, c'est logique, c'est l'internationalisation. Sinon, c'est la limite de croissance du marché domestique qui va faire que de toute façon, à un moment, on va être en saturation. Et le problème, c'est que dans ce domaine d'activité, si on est en saturation de croissance, eh ben, on est dépassé, on est en retard de phase et donc on meurt. Donc ça, c'est évident qu'on ne peut pas s'en contenter, on ne peut pas l'accepter. Mais l'autre côté, là où je dis que je suis complètement vraiment dans le propos que je disais en amont, c'est que je veux croire aussi en tant que politique, en tant que chef d'entreprise, en tant que politique, en tant que jeune, qu'en France, on ne va pas simplement créer des boîtes parce qu'on va aller les vendre à l'étranger ou parce qu'à un moment, à l'étranger, on va aller chercher quelque chose qu'on n'a pas ici. Je veux croire encore qu'en France, on va pouvoir créer un terreau d'innovation et aussi qu'on va faire quelque chose qui n'est pas fait ailleurs. C'est-à-dire qu'on va casser les modèles centralisés. On va dire que peut-être que sur un territoire comme celui d'Aix-Marseille, qui va faire 1,8 million ou 2 millions d'habitants, ou un peu plus grand, eh bien on a un effet de seuil. Et qu'avec 2 millions d'habitants, on va pouvoir créer un modèle. Un modèle qui n'a pas vocation à être, j'allais dire fini, mais un modèle qu'on va dire scalable, comme on dit. C'est-à-dire un modèle qui pourra être reproduit, dupliqué à l'international. Et qu'on citera en exemple le territoire d'Aix-Marseille qui aura créé ce modèle, qui aura été reproduit, qui aura été scalé, entre guillemets, si tant est que c'est un anglicisme ou un mot inventé. Mais c'est vraiment ça. Et ça, je veux vraiment y croire. Je veux vraiment croire que ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on soit des politiques, qu'on soit des chefs d'entreprise, qu'on soit des jeunes, qu'on soit des gens qu'on forme ou des gens qui ont vocation à être formés, qu'on n'est pas toujours en train de dire l'avenir, c'est d'aller vendre sa boîte ou c'est d'aller forcément chez les Américains ou d'aller demain en Chine ou hier en Chine et demain en Inde ou ailleurs et qu'il n'y a pas toujours l'herbe plus verte ailleurs parce que chez nous quand même, on en a fait des grandes choses et je pense qu'on peut encore faire des beaucoup plus grandes. Et le numérique, justement, ce qui est bien, c'est que dans cette innovation, dans ce numérique, et bien sûr je défends mon pays, je défends ma région, je défends ma ville, et c'est qu'on a fondamentalement tout ce qu'il faut pour réussir. Et ça, il ne faut pas qu'on tremble ou il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on ait des leçons à prendre ailleurs. Il y a peut-être des leçons de méthode, il y a peut-être des leçons d'organisation, il y a des leçons de normes, il y a des leçons de... Mais par contre, au niveau des personnes et du développement, c'est vraiment ça que je voulais dire dans mon propos en amont, quoi. Monsieur Fröhlicher, avant Olivier Casulo. Oui. Non, pour rebondir vraiment sur ce qui a été dit, notamment ce que disait M. Sioufi sur la transversalité, vous l'avez aussi dit, enfin on l'a tous dit je crois, c'est quand même, bon, je suis dans l'enseignement supérieur, je suis dans une grande école, j'ai passé par l'université, je pense qu'il y a quand même derrière ça quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les formations, elles se déterminent, elles sont un peu standardisées aussi par rapport à un autre élément, je crois qu'il faut mentionner ici, c'est la recherche. Et si on veut vraiment aller vers des formations transversales avec des contours beaucoup moins bien définis que ce qui a été le cas auparavant, il faut absolument que la recherche mute également et sache s'inscrire pleinement dans les défis dont on parle là. Alors, je ne vais pas parler pour d'autres, mais enfin, si je prends mon cas dans mon école, avec 200 professeurs permanents qui font de la recherche, on est dans la supply chain, demain on sera dans la gestion des flux, dans les villes intelligentes. Il faut parler comme ça. On est dans les achats, demain on est dans l'achat d'innovation, et on rejoint des sujets qui ont été donnés aujourd'hui. On parle de développement durable, il faut manager la performance durable. Voilà un beau sujet de recherche pour l'avenir dans une école comme la nôtre. On était dans le marketing, on sera dans le business connecté, dans le marketing digital. Enfin, tout va être... on va aller très loin quelque part, si on veut vraiment aller au bout de cette logique-là.
dans la manière dont on a formaté quelque part les esprits de nos professeurs. Parce que moi, pour les étudiants, je suis beaucoup moins inquiet. Ils se déformatent tout seuls, tout à fait facilement, et ils arrivent assez peu formatés dans nos formations en ce moment. Moi, juste la conclusion avec vous, après on passe aux questions-réponses. Je dirais simplement que pour moi, le label French Tech, c'est de formidables initiatives, on l'a dit. C'est une énergie, c'est un pas en avant, mais c'est aussi, je crois, le moyen de faire de l'évangélisation, mais aussi, je l'espère, de la vulgarisation. C'est important que l'ensemble de nos citoyens, de toute l'économie, on l'a dit dans la work class précédente, dans l'atelier précédent, pardon, on a un retard majeur en France. Et on a vu les réactions qui ont eu lieu. C'est-à-dire que même quand on le dit, on y croit, mais on a encore du mal à y croire. Et il faut comprendre simplement que le numérique, on parle de transversalité, on parle de ces sujets-là, mais les gens, je pense, ont du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Et je voudrais simplement prendre un exemple, c'est que le numérique ne se suffit pas à lui-même. Le numérique apporte à l'ensemble des pans de l'économie, et en particulier sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la Smart Cities, toute une chaîne, une évolution et une valeur à créer sur l'ensemble des métiers qui sont autour de la ville intelligente, sur l'ensemble des métiers qui sont autour de l'industrie. Le numérique ne se suffit pas à lui-même, il élargit le champ par cette transversalité qu'il donne. Et alors, immédiatement, on a un problème d'organisation, parce que travailler en transversalité, c'est compliqué, et on a un problème de passage à l'acte. Je finirai là-dessus, je dirais que simplement le numérique, qu'est-ce qu'il fait ? Et pour comprendre le changement de paradigme, c'est qu'il fait passer notre société qui fonctionne depuis les Égyptiens sous un mode pyramidal à un mode tout simplement qui est devenu celui du réseau. Et pour revenir au sujet du label French Tech, c'est que justement, il facilite les échanges entre nous au travers d'un réseau d'interdépendance, de compétences qui sont mutualisées. Et ces compétences qui sont mutualisées n'ont rien à voir avec la hiérarchie, le pouvoir de l'un, le pouvoir de l'autre, mais on est là vraiment pour co-construire. Et c'est ça la bonne façon de faire dans le monde qui vient. Très bien. Merci messieurs. On va passer rapidement aux questions-réponses avec la salle, s'il y en a. Il y en a ? Ben, il n'y en a pas. Si, il y a une. Ah. Bonjour, merci pour ces présentations. Je suis vice-présidente de l'Association nationale des docteurs, l'ANDES, qui fait de la valorisation du doctorat. Et justement, dans ces thématiques d'innovation et ces enjeux de Smart City et d'attractivité des talents et de compétitivité des territoires et des entreprises, je pense qu'on a évoqué donc les ressources humaines du territoire pour donner envie aux entreprises de rester là où elles ont été créées. Je pense qu'il y a des profils qui sont souvent oubliés, malheureusement, qui sont des profils hautement qualifiés que représentent les docteurs. On a parlé des grandes écoles, mais au-delà, on a parlé aussi de la recherche. Les docteurs titulaires d'un doctorat de recherche ont une expérience professionnelle de l'innovation, ont une expérience professionnelle de la recherche et sont justement capables, de par leurs compétences transverses, d'aller au-delà de ce qui est connu aujourd'hui, de créer du nouveau et de se remettre en question face à l'échec. Et justement, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de réseau avec les French Tech, avec tout un tas de technologies grâce au numérique. Je pense qu'il y a des passerelles à créer justement entre les entreprises, entre les collectivités et entre ces acteurs socio-économiques et ces profils hautement qualifiés qui sont très nombreux, par exemple en PACA. On a tout à gagner à faire rapprocher ces mondes pour justement augmenter l'attractivité des territoires et la compétitivité des entreprises. Pour aller plus loin dans ces débats, donc je suis prête à échanger avec vous tous. Et je me permets de signaler que le 2 novembre prochain, sur le campus Saint-Charles à Marseille, il y aura la 2e édition d'une journée nationale de valorisation du doctorat qui s'appelle les Journées de la Communauté française des docteurs, sur le thème « Docteurs, acteurs clés de l'innovation ». Et donc toutes les entreprises sont les bienvenues pour justement rencontrer ces acteurs du doctorat et voir les compétences qu'elles peuvent apporter et la plus-value qu'elles peuvent apporter aux entreprises. Oui, vous allez avoir une réponse, monsieur. C'est pas vraiment une question, c'est un témoignage, mais oui. Je suis complètement d'accord.
En fait, le doctorat, même le PhD international, c'est vraiment la référence internationale. Et donc, pour des raisons historiques, enfin des raisons un peu compliquées, en France, le doctorat n'a pas vraiment été développé comme il l'est dans tous les pays du monde, en Chine, aux États-Unis, en Allemagne. C'est une référence. Moi, je dirige un laboratoire de recherche qui s'appelle les Bell Labs, qui est un peu un laboratoire d'excellence. Je ne recrute que des docteurs dans la discipline. Donc, mais en France, il y a cette problématique. Et c'est d'autant plus dommage qu'en fait, lors du cursus du doctorant, c'est assez bien dit par cette dame, en fait, il y a toute une initiative de recherche d'échecs qui est très proche en fait, d'une démarche d'entrepreneur. Et voilà, il faut corriger, mais je pense qu'à la fois, je pense que dans les universités, dans les écoles, il y a cette prise de conscience. Au niveau du pouvoir public, bon, même s'il y a des ralentissements qui sont liés à des effets de corps qui sont bien français, mais il y a une prise de conscience. Et maintenant, il faut la faire dans les entreprises, qui sont majoritairement dirigées par des gens qui sortent de la structuration des écoles d'ingénieurs et qui n'ont pas ce réflexe. Je vous dis ça, moi je suis docteur comme vous, donc je partage le problème. Et je pense qu'il faut faire évoluer ça. Juste un mot. Rapidement, rapidement, monsieur. Très vite, hein, j'ai fait mon parcours de croix aussi sur ce champ-là. Bon, innover, comme vous l'avez dit, à 100% d'accord. Il faut aussi qu'en France, on facilite la transversalité dans les doctorats. Il y a, je pense, aussi quelque chose de très très frileux dans l'inscription disciplinaire des doctorats. Et si on veut vraiment que les docteurs puissent s'engager sur le terrain, ils ont besoin d'être dans la transversalité. Et il ne faut pas qu'à chaque fois qu'ils fassent œuvre d'innovation, il y ait des instances au niveau national qui les déqualifient de l'accès à ce type d'emploi. Moi, je voudrais juste dire, simplement, sans revenir sur le doctorat, parce que j'ai des spécialistes à côté de moi. Je voudrais simplement dire que la révolution numérique, ce n'est pas une révolution technologique, c'est une révolution des usages. Et que tout va être tiré par les usages. Et que là, on a besoin, quand on parle d'écosystème, on a besoin de gens qui connaissent ce qu'on appelle le dernier mile, c'est-à-dire le métier de la médecine, le métier de l'éducation, etc. Et donc, effectivement, c'est un écosystème très large. Donc, je soutiens tout à fait votre remarque. Très bien. Merci à tous. Merci.